Les Moldaves ont approuvé de justesse une consultation populaire pour l'adhésion de leur pays à l'Union européenne. La présidente Maia Sandu dénonce une ingérence de la Russie dans la campagne. L'armée israélienne a frappé dimanche plusieurs bureaux de la société bancaire libanaise Al-Qard Al-Hassan, qui finance le groupe militant Hezbollah soutenu par l'Iran. L'influent prédicateur turc Fethullah Gülen est décédé dimanche. Accusé d'avoir organisé une tentative de coup d'État en 2016, il était devenu l'ennemi de Recep Tayyip Erdogan. Résultat en demi-teinte dans le double scrutin crucial qui s'est tenu dimanche en Moldavie. La présidente sortante, Maia Sandu, 52 ans, candidate à sa réélection, a recueilli 42% des suffrages au premier tour. Par contre, le référendum sur l'inscription dans la Constitution de l'objectif d'adhésion à l'Union européenne donne des résultats extrêmement serrés. Après une longue course en tête du non, le oui a finalement pris le dessus lundi matin avec 50,39%, à quelques milliers de voix près, après le dépouillement de près de 99% des bulletins. La participation a été supérieure au minimum requis des 33% pour que le résultat soit validé, mais seulement un peu plus de la moitié des électeurs ont fait le déplacement, laissant les partisans de l'intégration européenne et la présidente déçus. Celle-ci impute ces résultats à la propagande russe. Grupări criminale, împreună cu forțe străine, ostile intereselor noastre, au atacat țara noastră cu zeci de milioane de euro, minciuni și propagandă, cu cele mai mizerabile mijloace pentru a duce cetățenii și țara noastră într-o zonă de incertitudine și instabilitate. Avem probe și informații, precum că ținta grupării criminale a fost să cumpere 300.000 de voturi. Dimensiunea fraudei este fără precedent. Scopul a fost compromiterea unui exercițiu démocratique. Le second tour de la présidentielle aura lieu le 3 novembre, où Maia Sandu devra faire face à l'opposant Alexandru Stoianoglu, un ex-procureur de 57 ans qui a rassemblé plus de 26% des suffrages. It was a sad night for Maia Sandu and the supporters of Moldova in the EU, who were expecting a significant victory on the eve of the referendum. The outcome of the vote is set to make waves in Eastern Europe and in Brussels. Vincenzo Genovese, Euronews, Chișinău. Des dizaines de milliers de Géorgiens dans les rues de Tbilissi pour dire leur soutien au projet d'adhésion à l'Union européenne. À moins d'une semaine des législatives, le camp pro-européen compte ses forces. Les 4 principales alliances d'opposition se sont rassemblées pour faire front. Le scrutin est considéré comme l'une des élections les plus importantes depuis la chute de l'Union soviétique. L'opposition dénonce les tentatives de rapprochement avec Moscou du parti conservateur au pouvoir. Rêve géorgien est le nom du parti de la majorité. La formation est aux mains du pro-russe Bidzina Ivanishvili. L'oligarque de 68 ans appelle les électeurs à choisir entre l'esclavage et la liberté, entre la guerre et la paix. Le projet européen est inscrit dans la Constitution, mais reste fragile. Bruxelles a gelé le processus d'adhésion depuis l'adoption en mai dernier d'une loi sur l'influence étrangère. La loi est copiée sur la législation russe et permet de réprimer les voix dissidentes. Les autorités avaient violemment réprimé les manifestations de l'opposition contre la loi russe. Les États-Unis ont imposé des sanctions contre plusieurs responsables et le chef de la diplomatie européenne se dit inquiet du glissement de la Géorgie vers l'autoritarisme. Les derniers sondages donnent vainqueur le camp pro-européen aux élections qui se tiendront samedi prochain. La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili est du côté de l'opposition et selon elle, la mobilisation montre que la Géorgie a déjà gagné et qu'elle va réintégrer l'Europe. En visite à Bruxelles lors du dernier sommet européen, Volodymyr Zelensky a déclaré que la majorité de ses alliés occidentaux ont soutenu son plan dit de la victoire.
En ce qui concerne l'utilisation de missiles à longue portée, bien que le président ukrainien ait reçu des signaux positifs, il a critiqué le fait que des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France veuillent décider en tandem s'ils autorisent l'utilisation de ces missiles sur le territoire russe. Oleksandr Kornienko, invité sur notre plateau, est le porte-parole adjoint de la Rada ukrainienne. Il a déclaré que l'OTAN était un facteur crucial pour l'Ukraine depuis le début de la guerre. Because we all understand that one of the biggest and important, part of stress to Russia, it's to stress to Russia military objects near Ukraine, close to Ukraine, but not close maybe. Something far, and we do it right now with our, creative solutions like using long-range drones and someone else. But of course, if you talk about real serious part like military strategy of that, we need to use long-range artillery, of course. Lors de sa visite, le président Zelensky est revenu sur cette information dévoilée la semaine dernière sur la présence de soldats nord-coréens en phase d'entraînement près de la frontière ukrainienne. Il a prévenu que l'engagement d'hommes sur le terrain venant d'autres pays pourrait mener à un conflit plus général. So, we know about 10,000 soldiers of North Korea that they are preparing to send fight against us. This is really urgent thing because Iran, they gave, drones, licenses to produce these drones and missiles, yes, but not people, not officially, yes? And here we see this first step in this war, and this is the first step to a world war. Les Alliés n'ont pas encore donné de réponse officielle au plan de victoire du président Zelensky, qui selon certaines sources nécessite une augmentation considérable du soutien militaire et une probable entrée dans l'Alliance Atlantique. Toutefois, il semble que la majorité des alliés de Kiev reconnaît que le temps est désormais compté pour aider l'Ukraine à remporter cette guerre. Autrefois allié de Recep Tayyip Erdogan, il était depuis quelques années considéré comme l'ennemi juré du président turc. Fethullah Gülen est décédé dimanche aux États-Unis où il vivait depuis 25 ans. Sa mort a été annoncée par la télévision publique turque et confirmée par Ankara ce lundi. L'influent prédicateur était accusé par les autorités turques d'avoir organisé une tentative de coup d'État en juillet 2016. L'année suivante, la Turquie décide de le déchoir de sa nationalité. Fethullah Gülen était également à la tête d'un vaste réseau d'écoles à travers le monde. Israël a frappé dimanche plusieurs bureaux d'une société bancaire libanaise qui finance le groupe militant Hezbollah. L'armée israélienne a émis des avertissements d'évacuation pour 24 zones au Liban, dont 14 dans la capitale Beyrouth. Une frappe a par ailleurs été signalée près de l'aéroport international de Beyrouth dimanche soir, selon une source libanaise. אנחנו נתקוף מספר רב של מטרות בשעות הקרובות ומטרות נוספות בהמשך הלילה. בימים הקרובים נחשוף כיצד איראן מממנת את פעילות הטרור של חיזבאללה באמצעות שימוש במוסדות אזרחיים, אגודות ועמותות כמחסה לפעילות טרור. אנחנו נתקוף אותם במהלך הלילה ונעדכן על תוצאות התקיפה בהמשך הימים הקרובים. Un haut responsable des services de renseignement israéliens affirme que les frappes visaient principalement le système bancaire Al-Qard al-Hassan, géré par le Hezbollah. Ce système, qui fournit des services financiers en espèces, est utilisé par des centaines de milliers de citoyens libanais. Dans un communiqué, la banque a déclaré que les frappes étaient un signe de la faillite d'Israël et a assuré ses clients que leurs fonds étaient en sécurité. Après une année d'escalade des tensions et des tirs transfrontaliers quasi quotidiens entre Israël et le Hezbollah, la guerre est entrée dans une nouvelle phase le mois dernier. Israël a lancé ce qu'il qualifie d'opération terrestre ciblée au Liban à la fin du mois de septembre. Environ 15 000 soldats israéliens seraient actuellement déployés dans le pays. L'armée israélienne a par ailleurs déclaré que le Hezbollah avait tiré plus de 170 roquettes sur Israël dimanche et que 3 personnes avaient été légèrement blessées par un incendie provoqué par une frappe sur la ville de Safed dans le nord du pays. Les touristes arrivant en Grèce pourraient cette semaine s'étonner de l'accueil qui leur est réservé. Les salariés du secteur du tourisme
distribuent des brochures en anglais pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail. Les syndicats appellent à des mobilisations sur les lieux touristiques. Ζητάμε αυξήσεις οι οποίες θα καλύψουν την αγοραστική δύναμη του μισθού μας, την οποία την έχουμε χάσει λόγω της έκρηξης της ακρίβειας, 12% για 2 έτη, 6% για 1 έτος και ζητάμε εν έτη 2024 να εφαρμοστεί και σε εμάς το πενθήμερο 40ωρο. La pénurie de personnel est l'un des principaux problèmes auxquels se heurte l'industrie du tourisme en Grèce. Et même si les touristes sont de plus en plus nombreux, la croissance du secteur est moins importante que dans d'autres pays méditerranéens. Χώρες της Μεσογείου και οι βαλκανικές χώρες συνολικά αυξάνουν το μερίδιό τους, που σημαίνει ότι οι τουρίστες προτιμούν αυτή την περιοχή για τις διακοπές τους. Τώρα, βλέποντας τη χώρα τη δική μας, συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες χώρες, φαίνεται ότι αυξάνεται μένα, αλλά όχι με την ίδια ταχύτητα. Les infrastructures publiques peinent à faire face à l'augmentation du nombre des touristes. C'est le cas notamment des aéroports, des réseaux d'eau et d'égouts ou de la gestion des déchets. Les professionnels du secteur appellent à une gestion plus globale pour assurer la durabilité de leur activité. Θα διαμορφώσουμε προϊόντα έξω από το ήλιος θάλασσα, για το οποίο είμαστε πάρα πολύ ισχυροί πλέον ως διεθνές brand για τη χώρα, να ενισχύσουμε τις υποδομές μας, το ανθρώπινο δυναμικό. There isn't a magic number as far as like how many tourists you can have in a destination. It's really about how you manage the destinations, how you manage the impact. For too many years, we've been measuring tourism with just the volume of tourism that arrives and just, how much money they leave behind. L'un des principaux objectifs de l'industrie du tourisme pour les années à venir est de renforcer les voyages hors saison et de promouvoir les destinations loin du littoral.